bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup d'être présent. Je pense que vous allez rentrer dans la room au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a pas mal de participants et pas mal de gens intéressés par les problématiques de recrutement qu'on va adresser, côté recruteur, mais aussi côté professionnel du produit, de la data, du design et de la tech en général dans l'univers digital en France. Merci de votre présence. Amélie, Arnaud, Ben, Charles, Delphine et les autres. Merci beaucoup aussi pour votre présence, Hugo, Anan, Flora et Loïc. Je vais vous laisser la parole et l'occasion de vous présenter, mais juste avant, peut-être rappeler qui on est, ce qu'on fait. Il y a certaines personnes qui nous découvrent. TPC, on est une communauté, on est au service des professionnels du product, de la data et du design, de la Syntech en France. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 8000 personnes et on a la chance aussi d'être partenaire avec des très belles entreprises comme Blablacar, Ponto ou PlayPlay, mais aussi des toutes petites qu'on adore accompagner. Et voilà, et on essaye de permettre à nos membres de libérer un peu leur potentiel professionnel et de permettre à nos partenaires de recruter des profils qui vont avoir un vrai impact et leur permettre de créer des champions en termes de product et de tech. On va partir sur un webinaire un peu spécifique, très axé recrutement. On va essayer de parcourir les grandes problématiques dans le recrutement que sont le sourcing, l'évaluation et puis derrière l'accompagnement de ces talents. Pour ça, on a la chance d'avoir Loïc, qui est Head of UX chez Sendinblue, d'avoir Flora aussi, qui est CPO chez Captain Contrat, Hugo, qui est CPO qui est Chief People Officer, pas confondre avec Chief Product Officer chez Partout, et Anan, qui est VP Data Science chez Artefact. Je vais vous laisser la parole. Je vais juste partager mon écran, hop, et puis vous dire que vous invitez à nous rejoindre sur Slido. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Sur Slido, et vous invitez en fait à participer de manière un peu active à cette discussion. On va vous poser pas mal de questions pour avoir votre avis sur justement les différentes thématiques qu'on va aborder. Peut-être déjà vous commencez par vous présenter sur Slido, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Et puis en parallèle, on va également laisser nos panélistes se présenter, peut-être commencer par toi, Anan, vu que tu es arrivé le premier. Vous m'entendez? On t'entend bien, ouais. Ok, super. Donc moi c'est Anan, je suis le directeur de l'équipe Data Science chez Artefact. Donc Artefact, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui est à mi-chemin entre un cabinet de conseil et une boîte de tech. L'autre mission, c'est d'aider nos clients à tirer de la valeur de leur data. Et donc moi, je suis sur Artefact depuis bientôt 8 ans. Et aujourd'hui, Artefact, c'est plus de 1000 personnes dans le monde, 300 personnes en France, 100 personnes côté tech en France, et une équipe d'un peu moins de 40 personnes en data science que je représente aujourd'hui. Voilà. Canon. Flora, est-ce que tu veux enchaîner? Yes, salut. Donc, je suis Flora, moi je suis CPO, donc product chez Captain Contrat. Captain Contrat, c'est une legal tech. Notre mission, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs en les accompagnant sur les sujets juridiques administratifs. Donc, rédiger, déposer ses statuts au greffe, trouver un avocat pour sa levée de fonds, tous les petits sujets du quotidien quand on monte sa boîte. Ça fait 4 ans et avant ça, moi j'ai bossé 7 ans chez L'Oréal et un peu plus d'1 an chez Artefact avec Anan justement. Et aujourd'hui, en termes d'équipe, chez Captain Contrat, on est 50 au global et au produit, on est une petite dizaine. Avec une particularité, c'est que c'est une équipe produit très multidisciplinaire parce qu'on a bien sûr des product managers, des product designers, mais aussi du product marketing, des aspects légaux et le CRM qui sont rattachés à l'équipe produit. Canon. Merci beaucoup, Flora. Loïc, pour enchaîner?
dans l'ordre d'arrivée, en fait. Ouais, bien sûr, merci. Salut à tous, merci, de m'avoir invité à ce super talk. Donc moi, je m'occupe de la user experience chez Sunnyblue depuis maintenant 1 an. Ça fait une quinzaine d'années que je bosse dans l'écosystème, startup et scale-up. Je gère une équipe de, 21 personnes, à la user experience pluridisciplinaire avec, différents métiers, 4-5 expertises différentes. On intègre une équipe produit, d'une cinquantaine de personnes. Sendinblue, c'est une boîte, de 600 people, répartis dans pas mal d'offices dans le monde. La promesse en fait de Sendinblue, c'est d'être, en fait, l'accompagnant, dans le développement du business de SMB, de leur permettre de développer leur activité et de développer leur relation, client avec, un all-in-one marketing, des outils, évidemment que vous connaissez certainement de campagnes, email, SMS, notif push, mais aussi, ça leur permet de gérer, leur pipeline de clients, la relation avec des features de meetings et autres. Donc voilà et content d'aborder ces sujets de recrutement qui sont des sujets très importants et très strat pour tout le monde, je pense. Effectivement, effectivement. Et Hugo, pour terminer? Bonjour à tous. Alors déjà, je suis désolé, je suis enrhumé. Euh, Comme la et moitié des gens ici. voilà, voilà. Moi, je suis Hugo, je suis le Chief People Officer chez Partout. Partout, on est un SaaS à destination des commerçants et des grandes enseignes pour gérer leur visibilité avec leurs clients, leurs interactions et aussi maintenant leurs transactions dans les dans les points de vente ou dans les lieux d'intérêt. On est 400 depuis une semaine maintenant chez Partout. Moi, mon équipe People est une équipe de 16 personnes et l'équipe Product, donc qui englobe l'UX, le product bien sûr, mais l'UX, la QA et la data, une équipe de 25 personnes chez nous et une équipe qui continue de grandir actuellement. Voilà. Excellent. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On a beaucoup de profils différents. On pensait qu'on serait qu'entre recruteurs, mais en fait, non. On a des product designers, beaucoup de product designers, des tech recruteurs, évidemment, des CTO, Head of Product, Talent Acquisition. Donc, c'est un réel plaisir de partager ensemble. Il y a beaucoup de thématiques. Effectivement, chacune de ces thématiques aurait pu faire l'objet d'un seul webinaire en elle-même. C'est ce qu'on va faire par la suite parce qu'on va beaucoup parler de recrutement. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de product, de design, et on va continuer. Mais on va également accélérer sur la discussion et la réflexion autour du recrutement dans les prochaines semaines. On a beaucoup voulu commencer par quelque chose d'un peu global. Et là, on va vous poser une autre question sur Slido. Peut-être nous préciser un peu quelles sont les thématiques, quels sont les sujets qui vous importent sur le recrutement en général dans vos organisations respectives. Nous, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses regroupées en 3 grandes thématiques: le sourcing, le recrutement en lui-même, et puis ce qu'on peut appeler de manière un peu brute, la rétention des talents. C'est parti? Allez, go. Le sourcing, ça commence par, pour nous, une job desk un peu canon et qui est en phase avec à la fois la stratégie de l'entreprise, enfin de votre startup, et en même temps avec ce que le marché attend en termes de job desk. On a voulu vous poser la question à vous 4. Voilà, vous, en termes de job desk et surtout de copywriting de job desk, quelles sont vos bonnes et vos moins bonnes pratiques? Qui veut commencer? Je veux bien commencer, si tu veux, Mehdi. Vas-y, ouais, je t'en prie. Faut toujours un premier qui se lance. Exactement. Écoute, nous, en fait, on a eu une grosse discussion quand j'ai rejoint Sendinblue sur la manière d'adresser ces sujets. Je suis tout à fait d'accord, c'est hyper important. C'est le premier hameçon, le premier look en fait que tu as sur la boîte que tu vas intégrer potentiellement. Moi, en fait, ce que je prône toujours, c'est une certaine synthétisation des informations, d'avoir des grands thèmes. Et de ne pas vouloir absolument y rentrer
tout ce que tu veux, toi, intégrer comme mission et d'impact que tu vas avoir pour ton candidat dans ton équipe. En tout cas, la qualité des candidats nous a démontré que en fait, c'était bien d'avoir une fiche synthétique et efficace plutôt qu'avoir quelque chose qui soit trop complet et un peu fouillis. Et finalement, on n'en retient pas la moitié. Donc, déjà, ça, je trouve que dans la forme, dans le writing, comme tu disais, c'est vraiment important, je pense, d'avoir des choses assez claires. Et je pense qu'il y a des choses qui sont importantes, comme par exemple la mission que tu vas avoir en tant qu'expert ou manager dans la boîte dans laquelle tu es. Donc, comment tu interviendras, quelle sera ton expertise précise et quel sera ton impact sur le produit et l'équipe. Je pense que c'est hyper important d'avoir un équilibre impact, expertise. Moi, c'est un truc qui est très fort. Et puis avoir un petit contexte en fait local. On a pas mal de job desks qui sont des job desks qui sont des descriptions de boîtes globales. C'est important d'avoir le contexte global, le business, mais c'est aussi, je pense, important d'avoir un contexte aussi local. Quand je dis local, c'est tu recrutes des product designers, quel sera ton écosystème le plus proche, l'écosystème produit, avec qui tu vas travailler, les stakeholders de tous les jours, etc. Donc, je pense que synthétisation, puis avec des thématiques, chez Senblue, on a mis en place un writing avec des thématiques sur, par exemple, le cycle de produit. Donc, sur la discoverabilité, comment tu interviendras, sur le delivery, comment tu interviendras, sur la QA, etc. Ça permet de comprendre en fait les grandes thématiques, ça permet de poser déjà un début de vision et ça pose des fondamentaux, quoi. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait en tout cas chez Senblue. Ouais. Et est-ce que tu as parlé de mission, la garder un petit peu synthétique. Est-ce que ça veut dire que bah, le plus important pour toi, c'est quand même d'accueillir des très bons profils, notamment en product design, vu que tu es head of UX, enfin, ou en UX research, et puis derrière, d'adapter un petit peu ton poste à la personne qui arrive. Moi, je pense que je prône toujours, enfin, je trouve que c'est hyper important de valider des soft skills et c'est d'abord un fit. Et en réalité, la mission, la réalité du terrain, c'est que tu as une mission, tu as un job desk de départ et la mission, elle se construit avec le profil qui est en place. Enfin, il y a une partie en fait de construction et de valeur que tu peux pas percevoir dans tout le process qui va se développer avec quelqu'un qui va arriver, qui va être à l'aise dans un poste. Donc, ouais, je pense que c'est important de pas trop en mettre justement pour co-construire une certaine partie de la mission avec la personne que tu recrutes en validant des soft skills, en validant un fit commun. Moi, après, c'est ma mission, c'est ma vision perso, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus important de valider des soft skills que des hard skills sur des screenings ou des process. C'est jamais évident. Et après, tu co-construis avec la personne quand tu sais que tu as des bonnes bases, quoi. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un peu effectivement la co-construction à un certain moment. Enfin, moi, dans les métiers de mon équipe, en tout cas, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un veut rebondir dessus? Ouais, moi, je vais Ouais, peut-être. je- Ah, Ouais. pardon, vas-y, Flora. Non, je suis complètement d'accord sur les soft skills. Et d'ailleurs, pour moi, ça doit faire partie de la job desk. C'est pas que l'émission, c'est aussi le profil qu'on attend. Et en décrivant au maximum les soft skills qu'on va chercher. Souvent en produit, que ce soit quelqu'un de curieux, de proactif, de communicant. Voilà, tout ce qui fait sens pour vous et ce que vous allez attendre de la personne en tant que recruteur, et surtout en tant que manager quand vous serez avec lui au quotidien. Nous, on l'écrit et ça prend autant de place quasiment que l'émission en elle-même. Et pour réagir sur le côté aussi, être assez synthétique, oui, complètement. En revanche, bien être transparent, être vigilant. Si 20% du job d'un product manager, ça va être du delivery, il faut l'écrire. Peut-être que ça vend pas du rêve, peut-être que c'est parce que les gens ont envie de lire, mais en fait, si c'est la réalité du job, autant l'annoncer tout de suite pour pas créer de déception ou de décalage. Moi, ça m'est arrivé de me rendre compte en entretien que la personne, elle s'attendait à des choses qui n'allaient pas du tout être la réalité et on avait oublié de le mettre dans la job desk. On a corrigé en le disant pendant les entretiens ou les calls. Mais du coup, si on peut y penser avant, je pense que c'est d'autant mieux de dire la vérité parce que de toute façon, à un moment donné, ça sortira. Effectivement, ouais. Effectivement. Je crois que Hugo, tu voulais réagir également. Ouais, je voulais juste ajouter des éléments par rapport à ce que disait Loïc. Nous, chez Partout, ce qui est aussi important, c'est avec qui tu vas le faire. Et Loïc, tu parlais d'organisation et nous, on essaie d'aller aussi loin, d'expliquer c'est quoi la tribe sur laquelle tu vas bosser ou c'est quoi le squad, quand on peut, sur lequel tu vas bosser, c'est quoi les rituels de cette équipe. Et même parfois, on va aussi loin de dire et voici
les noms. Parfois, quand ils veulent bien, on met le profil LinkedIn des personnes de l'équipe pour que les personnes aient plus de facilité à se projeter. Et aussi une explication de c'est quoi l'organisation au global avec l'équipe tech. Ça varie quand même pas mal d'une boîte à une autre sur le jargon. Et c'est de réexpliquer un peu les pratiques, les process qui sont courants. Euh, un autre aspect qui nous semble important en termes de transparence, on commence à le faire, on ne le fait pas sur tous les jobs, mais la transparence sur les fourchettes salariales, c'est de plus en Ouais. plus important, et notamment aussi sur des sujets de diversité et inclusion. On sait qu'on n'est pas tous égaux devant la négociation salariale, donc c'est assez important de pouvoir jouer carte sur table au début. Parfois, c'est un challenge en interne, hein. Nous, c'est toujours une discussion qu'on a parfois avec certains managers, mais qui nous semble assez importante, quitte à effectivement se fermer de certains candidats. Mais ça nous semble important. Donc, j'aurais ajouté ces 2 points-là. Ouais. Comment je me projette dans l'organisation, quel est mon squad, my tribe et les rituels, et la transparence sur les fourchettes salariales. Vous avez évoqué des éléments hyper importants et je suis franchement d'accord avec la plupart d'entre eux, même quasi tous. Et il y a 2 éléments que nous, on a beaucoup itéré en interne chez TPC sur ce sujet. Il y a 2 éléments dont on s'est rendu compte qu'ils étaient vitaux. Il y a quelqu'un là qui liste dans les ici dans cette section qui nous dit lister les avantages, lister les bénéfices. Et ça, on s'est rendu compte de l'importance que ça avait, pas seulement parler voilà, du profil recherché, de la mission, mais également de lister de manière très explicite la valeur que votre futur product, designer ou data ou autre viendra trouver chez vous, que ce soit en termes de ça peut être assez large, ça peut être l'impact sur les utilisateurs, la formation en interne et la montée en compétences, ça peut être la contribution sur une vision, sur la vision de votre startup et sur ses utilisateurs. Encore une fois, ça peut être l'équipe et la vie de l'entreprise. Ça peut être la rémunération aussi. Et mine de rien, c'est un sujet moi, j'ai été étonné, même pour les recrutements en interne de TPC, j'ai été étonné de voir à quel point on avait beaucoup plus de traction et de traction très qualitative à partir du moment où on était très transparent sur ce bénéfice-là, sur ce bénéfice rémunération. Et puis la deuxième chose que nous, on fait beaucoup, et je ne sais pas dans quelle mesure ça peut se transposer sur des job desks d'entreprise, mais c'est de donner notre avis tout simplement sur… on a beaucoup de relations donc, avec les entreprises, nos entreprises et puis leurs collabs, et c'est juste de donner notre avis sur ce qu'ils font, leur activité, leur vision et les personnes qui y travaillent. Voilà, on a beaucoup de réponses là-dessus sur les job desks. C'est un sujet assez intéressant. On va passer à une autre thématique qui est celle des canaux de recrutement, toujours dans le sourcing. Il y a pas mal de choses qui se font et j'aimerais bien savoir ce que vous avez testé, ce qui fonctionne moins. On va aussi vous poser la question côté participant. Côté participant, également, je vous signale qu'il y a une autre page dans Slido à laquelle vous avez accès, qui est une page Q&A où vous pouvez vous poser vos questions aux panélistes. Qui veut se lancer sur la question des canaux de recrutement? Je vais peut-être y aller. Ouais. Du coup, nous, ça va dépendre un petit peu de la seniorité de la personne. Sur les personnes plus juniors, on va dire les profils plus juniors, en général, ce qu'on favorise, c'est évidemment de se sourcer dans les écoles des gens qui sont déjà chez nous. Alors, c'est peut-être un petit peu recommencer à chaque fois la même histoire, mais c'est de se dire que après 7, 8 ans d'existence, on a déjà un panel d'écoles qui est assez représenté dans l'entreprise, et souvent, en fait, on demande aux alumni en fait, de ces écoles-là d'aller participer aux différents forums, aux différents événements d'école pour aller communiquer sur l'entreprise et attirer de nouveaux talents. Et en général, ça fonctionne plutôt bien, et on a aussi cette volonté entre guillemets, de consolider la base de niveau junior par les stagiaires, parce que ça permet en fait d'avoir un onboarding qui est beaucoup plus doux en fait dès qu'on arrive dans une entreprise. On le dit tout à l'heure dans le job description, un point qui était très important, c'est de te dire qu'est-ce qui va être, nous, ce qu'on fait là, on fait vraiment attention, c'est de bien préciser ce que la personne va faire dès le premier jour en fait.
souvent, elle arrive dans un poste et ne sait pas ce qu'elle va faire. Alors, quand on arrive en stage, c'est déjà beaucoup plus doux. On est surtout là pour apprendre et ça permet rapidement de se faire une idée d'entreprise, d'entreprise de se faire une idée du candidat. Donc, sur les jobs les plus juniors, on a vraiment cette vocation à recruter au maximum au niveau stagiaire parce que ça permet vraiment que la personne teste l'entreprise et nous, on teste la personne en même temps. Et sur les profils plus seniors, alors là, je pense que je laisserai mes camarades donner leur avis aussi, mais c'est là où ça se corse et ça devient très compliqué parce que la concurrence est forte, parce que en fait, aujourd'hui, on est dans un écosystème c'est super, hein, mais qui est très concurrentiel avec beaucoup d'entreprises qui se créent, beaucoup de sujets à traiter. Et en général, nous, ce qu'on va favoriser à ce niveau-là, ça va être la chasse, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, sur LinkedIn. Et puis après, le réseau, vraiment le réseau des anciens qui sont là et qui connaissent des gens qui ont des parcours assez similaires, mais il n'y a pas de protocole très, très établi. Euh, Vraiment là où nous, je pense qu'on a vraiment, entre guillemets, craqué quelque chose, c'est sur le rôle de junior, qu'on vraiment cherche à prendre depuis les stagiaires et puis en général le rôle de senior qu'on va construire en fait, par couche d'évolution de carrière chez les internes chez nous. Et après, ponctuellement, en fonction des besoins et aussi en fonction de l'envie d'amener un peu de sang neuf dans l'entreprise, on va se sourcer chez le réseau des gens qui sont chez nous ou sur LinkedIn. J'ai pas vraiment de bonnes pratiques à donner à ce niveau-là parce que je pense que c'est très, très concurrentiel. Après, je vois des mots qui apparaissent comme cooptation, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment aller Ouais. se sourcer dans le réseau. Du réseau et notamment dans les écoles. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur la question des canaux? Moi, je voulais Ouais. juste redire un petit mot sur le côté diversité. Je sais que c'est pas le thème, mais je trouve que c'est vachement important. Et je trouve que Anan disait quelque chose qui est important. Il disait, quand on avait, je crois que tu as dit, quand on avait suffisamment d'écoles, on a commencé à faire ce truc de cooptation. Faut être super vigilant, je pense, d'avoir un panel suffisamment large pour ne pas se focaliser sur certaines écoles. Donc, je pense que c'est un super conseil, mais à faire seulement quand on a déjà de la diversité. Parce que nous, un des challenges qu'on a chez Partout, c'est effectivement avoir des diversités dans tous les domaines, parce qu'on pense que, pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons créatives, parce qu'on voit en fait quand tout le monde a fait les mêmes écoles, en fait ça s'entend vachement bien, il y a des affinités, mais en fait on pense pareil. Et je trouve c'est intéressant de se dire, une fois que j'ai un panel suffisamment large, et donc je suis diversifié, là je peux aller travailler sur plein de canaux différents, et notamment pour des profils juniors. Donc juste se dire, bien faire un travail d'aller voir avoir des partenariats avec différents campus, avec différentes assos, euh, et rester vigilant dans ces cooptations aussi, à pas faire trop de reproduction des mêmes types de personnes qui vont venir peut-être aliéner notre créativité. Ah, complètement aligné avec toi, hein. C'est le gros risque de la facilité, en fait, de se dire, je connais ces écoles, donc je sais que ça marche. Après, comme je disais, c'est vraiment pour ça aussi que je parlais de ramener un peu de sang neuf. C'est hyper important aussi de parfois, en fait, avoir des gens qui ont même des profils très, très différents. Donc moi, je parle de la data science, parce que c'est de ça que je connais, mais euh, souvent, en fait, on n'imagine pas qu'il y a plein de gens qui peuvent aussi se reconvertir. Nous, côté Artefact, par exemple, on a ouvert récemment ce qu'on appelle la School of Data. Donc, c'est la possibilité pour des gens qui ne viennent pas forcément du monde de la data, qui ont des formations dans la logistique ou dans le marketing ou dans l'ingénierie euh, quelconque, en fait, de se reconvertir dans la data, que ce soit en data science, data engineering. Et souvent, ces gens-là, après leur formation, peuvent rejoindre Artefact s'ils le souhaitent et s'ils passent les process de recrutement. Et ça apporte énormément voilà, de vent nouveau, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir les choses. Et ça, c'est hyper, hyper important. Je te rejoins à 2000% dessus, Hugo. On a pas mal de canaux différents qui ont été suggérés sur Slido. Il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, c'est celui de Slack. Est-ce que quelqu'un a une expérience ici avec Slack, que ce soit le Slack French Produit ou autre? Euh, Qu'est-ce que ça permet? Quelles sont les limites? Alors moi, je vais me lancer dessus alors. Sur Slack, c'est quelque chose que j'ai pas mal activé, moi, de mon côté, pour nos recrutements, que ce soit chez TPC ou avant. Et je trouve que c'est très bien pour l'activation, pour l'engagement, pour directement commencer à parler à quelqu'un. Ben, un Slack assez connu aussi, c'est celui du wagon. C'est super pour commencer à entamer la discussion.
Et je trouve que, par contre, derrière, on atteint assez rapidement les limites parce que c'est très difficile de seulement se baser sur des profils qui acceptent de nous répondre sur Slack. On a, on a un engagement, mais un engagement qui est un peu tunnelisé, où on arrive à atteindre très peu de personnes, mais à bien les atteindre, quoi. C'est un peu mon expérience avec Slack. Je sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté ce genre de canal. Non, moins, ok. Moi, je l'ai fait, mais pas sur des Ouais, métiers product. Je l'ai fait sur d'autres métiers. Et en vrai, moi, je trouve ça super intéressant parce que souvent, les personnes qui sont sur ces channels-là, ça veut dire qu'ils ont une curiosité. Et nous, c'est une valeur qu'on recherche beaucoup chez Partout, qui cherchent des best practices, qui vont poser des questions à la c'est communauté. vrai. Donc moi, c'est vrai que pas sur le métier product, mais sur d'autres métiers, je l'ai fait. On a recruté aussi des postes qui sont assez challenging, un Salesforce admin. Très difficile à trouver. Bon, on la trouve, c'est notre CEO qui l'a trouvé via le canal d'une communauté Slack. Donc, c'est voilà, faut être vigilant et surtout, faut aussi faut être vigilant aussi dans la façon de solliciter parce que c'est pas fait pour ça à la base. Donc, faut aussi, je pense, être très respectueux de comment approcher les gens. Mais en tout cas, dans mon expérience, c'était plutôt fructueux. On va parler maintenant de la marque employeur, qui est un sujet qui a pris beaucoup d'importance ces derniers temps. Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est une vraie question chez vous, une vraie stratégie RH? Et si oui, quelles sont vos bonnes et moins bonnes pratiques? Qui veut se lancer là-dessus? Je peux me lancer, mais je vais être concise. Je pense que pour le coup, nous, c'est quelque chose qu'on fait pas du tout assez, justement. Et donc, je suis intéressée aussi d'avoir les conseils des autres. En revanche, une chose qui m'a frappée, moi, dans les retours de candidats, c'est l'impact des vidéos ou des podcasts de cofondateurs ou des personnes qui sont dans la boîte et qui ont permis aux candidats de se projeter. Donc, ça fait partie des actions. Ah, on t'entend moins, Flora. Euh, mais je rebondis sur ce que tu dis. Oui, l'impact est juste énorme. Euh, ça crée évidemment du branding et puis ça crée des canaux d'échange et ça permet d'aller vraiment Ah, au-delà du simple échange recruteur-candidat. Euh, j'ai ça, récupéré. ça permet d'engager sur autre chose. On t'a récupéré, Flora, Ah, effectivement. ok, merci. Bon, après, juste pour finir ma phrase, je pense que Ouais. c'est intéressant pour les candidats pour se projeter effectivement sur votre société. Et dans l'autre sens, quelqu'un qui a déjà vu vos vidéos ou écouté le podcast du cofondat, probablement qu'il y aura un fit assez plus naturel qui va se faire parce qu'il sait déjà un peu à quoi s'attendre dans les personnes qu'il va rencontrer. Et s'il est là, c'est qu'il adhère un petit peu au projet. Ouais. Et puis on le voit, hein, moi, pour revenir sur la question des juniors, on en a beaucoup qui veulent juste être inspirés par les personnes qui vont rejoindre, que ce soit CPO ou qui veulent rejoindre une personne avec une vraie vision, une tête bien faite. Et ça joue énormément de partager, que ce soit en podcast ou en article, et d'inspirer ces jeunes candidats. Est-ce que je sais que peut-être que chez Artefact, vous en faites un peu plus de la marque employeur, il me semble. Mhm. Alors, nous, côté Artefact, sur la marque employeur, ce qu'on fait beaucoup, ça fait écho un petit peu à quand on était sur le recrutement, c'est qu'on est très présent sur les salons des écoles pour bien communiquer un peu sur ce que fait l'entreprise, quels sont les métiers qu'elle propose. On anime aussi pas mal de cours, en fait, dans les écoles Ouais. qui sont donnés par des employés de chez nous. Ça permet aussi aux futurs potentiels candidats de se projeter sur les métiers qu'on fait, sur la façon de travailler chez Artefact. Après, je suis d'accord avec Flora, c'est souvent très réactif aussi comme système. Ça veut dire que c'est souvent quand on voit que la marque employeur, par plein d'indicateurs, est en fait en berne, Mm. on se pose la question de la redorer. Et c'est pas un process forcément tout le temps actif. Et c'est pas évident non plus parce que souvent, ça part parfois de petits incidents
un recrutement ou sur, en fait, ça va très vite, quoi. C'est une personne contente ne le dit pas, mais une personne pas contente le dit haut et fort. Et donc, voilà, c'est pas évident à monitorer. Mais je pense que le bon moyen, c'est de communiquer, de rejoindre des initiatives. Voilà, Glassdoor, par exemple, c'est le bon exemple aussi. Mais c'est surtout, quand je parlais d'initiatives un peu passives, donc on voit bien Glassdoor, quand ça va pas, on voit tout de suite. Mais peut-être le conseil que je donnerais à ce niveau-là, c'est de communiquer sur ce que l'entreprise elle fait. Côté Arsac, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les events des écoles, on a aussi un médium qu'on alimente pas mal avec ce qu'on fait en entreprise, qu'est-ce qu'on construit, comment on produit. On anime plusieurs events aussi. Là, à la rentrée, on est en train de lancer plusieurs meet-up aussi. Donc, en fait, je pense que c'est important de communiquer sur ce qui est fait en entreprise, comment les employés y contribuent, et puis de montrer aussi c'est quoi le daily life chez Artefact. Donc, tu as Welcome to the Jingle qui fait ça aussi. Donc, voilà, je pense que j'ai pas honnêtement, je pense qu'on fait plein de bonnes choses. Je suis pas sûr qu'on est les meilleurs de la place du marché à ce niveau-là. Ce qui serait intéressant, Voilà. ce qui serait super intéressant, c'est aussi d'avoir un retour sur le ROI des différentes actions d'employer branding. Est-ce que c'est quelque chose, justement, chez Partout, chez Sendinblue, que vous regardez, que vous mesurez, ou vous le faites pas du tout? Écoute, chez Sendinblue, nous, c'est pas un truc super développé. Donc non, j'ai pas eu de. Puis en réalité, c'est un sujet très très char, donc je maîtrise pas tous les monitoring de ces sujets, mais au produit en tout cas, j'ai pas de signaux en fait qui me disent qu'on mesure de manière assez précise. Là, on en est à développer des initiatives pour justement se positionner déjà sur le marché, sur des events, faire ce que je fais aujourd'hui. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font partie de cette marque employeur. Mais pour les mesurer, c'est un peu complexe, je pense. Mais on n'a pas encore eu de, de- de retour là-dessus, enfin, d'une certaine manière, côté HR. Donc, ça, je pourrais pas trop te dire. Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est en fait, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, je pense que c'est un équilibre à trouver, la marque employeur, entre, je vais dire des mots un peu forts, mais entre bullshit et real life, quoi. C'est en gros pas trop en faire, parce qu'en fait, tu as des marques qui vont très loin dans la brand awareness et dans la marque employeur. Et je pense que ça peut être aussi un peu dangereux. Donc, c'est compliqué quand même de trouver le bon équilibre, c'est sûr. Mais je pense que c'est bien aussi de trouver aussi quelques canaux, communiquer un peu de temps en temps, faire quelques events, se positionner localement. Nous, notamment, notre VP Product, Sylvain, qui est lyonnais, voilà, il essaie de développer un peu la marque employeur à Lyon, décentraliser un peu les choses. Mais c'est vrai qu'en ligne, Ouais, il faut quand même faire attention. Moi, je suis assez sensible à ça et je pense que c'est bien quand même de se positionner, mais quand tu te positionnes en advocate d'un sujet, il faut savoir l'assumer et c'est pas évident quand même sur la durée. Donc, je pense que c'est un peu la crédibilité, quoi, d'une certaine manière qu'il faut travailler, quoi. effectivement. On va accélérer, on va passer à la partie un peu évaluation et regarder ce qui se fait en bonne et moins bonne pratique à différentes étapes de l'évaluation. On va parler d'abord de la candidature, des candidatures qui arrivent en 30. Euh, on regarde, nous, on constate chez TPC qu'une évaluation d'un candidat, d'un CV ou d'une page LinkedIn se fait en 5 à 10 secondes. Et ce qu'on aurait aimé savoir, c'est un petit peu, vous, ce que vous regardez au niveau d'une candidature globale, hein, que ce soit via du CV et ou de la lettre de motivation et ou du LinkedIn. Euh, Quelles sont, en tant que recruteur, vos bonnes et vos moins bonnes pratiques? Qui veut se lancer là-dessus? Peut commencer. Chez Partout, ce qu'on regarde d'un point de vue technique, on aime bien un peu les choses qui ont déjà été effectuées. Bon, pour le design, on va demander, ça c'est, je pense, assez classique, demander un portfolio avec les expériences pro. On est aussi ouvert aux expériences un peu perso, les side projects. Euh, sur le product management, pareil, là, ça va plutôt se faire dans le cas pratique, mais on va aussi demander aux gens de travailler, enfin de raconter
leurs projets passés, des projets qu'ils ont menés de A à Z et potentiellement les faire travailler sur un mini extrait de ça. Pour la data, c'est quand même plus compliqué. Ça, c'est généralement ce qu'on essaie de faire, c'est un entretien qui est très technique, adossé à un autre entretien qui va être un peu plus sur les soft skills. Et un aspect sur lequel on est assez sensible, c'est les expériences entrepreneuriales, qu'elles aient fonctionné ou pas fonctionné d'ailleurs, ou que ce soit juste du side project, c'est quelque chose qui dans notre culture est assez important côté curiosité, côté prise de risque, entrepreneuriat. Et notamment côté product, on a beaucoup de personnes qui ont un side project ou ont monté leur boîte à un moment de leur expérience, que ce soit à l'école ou plus tard. Qui veut rebondir là-dessus? Ouais, je peux me lancer. D'ailleurs, je réagis parce que je vois un stop OLM. Je suis d'accord et pas d'accord. Ouais, pareil. Qu'on fasse pas une lettre de motivation hyper formelle comme on faisait il y a 10 ans, ok, pas de problème. En revanche, recevoir un CV sans aucun mot d'accompagnement, sans aucun contexte de pourquoi tu postules chez nous à ce poste-là, pour moi, ça, c'est une clause d'exclusion. Donc, moi, j'aime bien avoir au moins un mini paragraphe pour dire bah, voilà pourquoi je postule chez vous spécifiquement, le nombre de candidats qu'on voit où ils envoient une candidature non personnalisée à la boîte. Ouais. Ça, pour moi, c'est vraiment éliminatoire. Franchement, je m'en fous de votre CV que vous avez envoyé à 1000 personnes. Et j'ai rarement vu. Enfin, il y a des fois où on s'est dit on laisse le bénéfice du doute parce que le CV il est vraiment incroyable et en fait en call on a toujours été déçus. Donc s'il n'y a pas au moins un petit mot d'accompagnement ou alors que le CV il n'a pas été travaillé pour montrer en quoi votre profil il est exactement ce que nous on recherche, moi ça me bloque. En revanche, pour venir sur des problématiques plutôt produits, et j'ai eu beaucoup de cas récemment où j'ai eu pas mal de discussions sur les métiers de product manager, product designer. Personnellement, si tu n'as pas d'expérience, enfin, on ne cherche pas des profils très seniors. Si tu n'as pas d'expérience texto product manager ou texto product designer, chez nous, ce n'est pas bloquant. En revanche, c'est important que tu valorises dans les postes que tu as occupés en quoi tu as pu acquérir des compétences qui sont communes avec un product manager. Je m'explique, tu peux avoir été project manager dans une grande boîte, ça ne va pas être pour moi un no-go. En revanche, il faut que tu m'expliques en quoi tu as pu être agile ou réactif, en quoi tu as communiqué avec les autres parties prenantes. Voilà, il faut que tu me donnes un peu de billes sur pourquoi, même si tu n'as pas fait exactement ce métier-là avec cet intitulé-là, bah, ça peut quand même très, très bien se passer. Et d'ailleurs, on a eu plein de cas dans lesquels ça s'est très bien passé. Je rajouterais sur la lettre de motivation, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est marrant, en ce moment, on essaie de tuer le CV. Et les deux, enfin le CV et la lettre de motivation. Et je dirais que pour le coup, la LM a quand même son importance. Et pour trois raisons. La première, qui font que votre candidature va être énormément boostée. En tout cas, la première étape, c'est premièrement vous montrer que vous avez fait vos devoirs, vous avez fait votre recherche sur qui est dans cette équipe, quelle est l'activité de sa boîte, quel est son produit, quels sont ses enjeux de design, de data ou de product. Deuxièmement, c'est la cohérence entre, vous avez su créer un lien entre votre parcours et le poste. Et troisièmement, c'est tout simplement la motivation. On est beaucoup plus enclin à aller travailler avec, en tout cas faire passer des entretiens à un candidat, une candidate qui est motivé plutôt que l'inverse, à poste équivalent, à niveau d'expérience équivalent, voire on préfère des personnes plus motivées s'ils ont une expérience moindre. Donc la LM garde quand même son importance sans que ce soit un roman non plus. Il y a la question de la photo qui est arrivée, très très importante aussi. Et quel est votre avis là-dessus? Photo ou pas photo? Ça change rien pour moi. En fait, ça va dépendre de la enfin, je veux dire, ça, je suis pas, je veux dire, de toutes les manières, aujourd'hui, tu reçois un CV, si la photo t'intéresse, tu peux la trouver facilement tout seul. Donc, je veux dire, je trouve que ça n'apporte pas d'informations additionnelles. Ça peut, pour moi, ça peut que porter préjudice dans la mesure où si ta photo, elle est mal prise ou elle est mal cadrée ou, je pense que ça peut rien apporter d'intéressant. Et, je rejoins beaucoup ce qu'a dit Flora sur, euh, le fait d'avoir quelque chose de très personnel. Ça veut dire, on reçoit souvent des CV ou des lettres de motivation où, des fois, j'ai vraiment eu des trucs vraiment où dans le CV, dans la motivation, il y avait écrit non entreprise entre crochets. C'est-à-dire que la personne, elle avait tellement envoyé vite
qu'elle avait même pas pris le temps de personnaliser la lettre de motivation. Euh, Donc, je pense que vaut mieux pas de lettre de motivation qu'une lettre de motivation qui est pas personnelle. Hello, prénom, quoi. Voilà, exactement. Oui, ça aussi, c'est pareil. Et du coup, ce que je ressens vraiment aussi, ce qui est très important, c'est pour un junior, en général, la personne n'a pas beaucoup d'expérience, donc ce qui va vraiment être important, c'est sa motivation, son envie de travailler en entreprise, ce qu'elle veut apprendre. Moi, c'est vraiment aussi un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce que la personne elle veut devenir dans 2-3 ans après avoir travaillé chez nous. Ouais, ouais. Et sur quoi elle se projette, qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre, qu'est-ce qu'elle a envie de connaître, pourquoi elle rejoint l'entreprise, pourquoi. Moi, la question que je vous pose des fois, c'est pourquoi tu te lèves le matin? Est-ce que ça t'intéresse vraiment? C'est vraiment pour savoir aussi en fait, la question que je me pose, la première question que je me pose quand je vois quelqu'un en entretien, c'est est-ce que j'aimerais travailler avec cette personne? Est-ce que ça me ferait plaisir de travailler avec cette personne? Est-ce que je pense que cette personne aura envie de travailler avec moi aussi? Et c'est ça, c'est vraiment du pur fit. Et si le CV ou la motivation ne permet pas de refléter ces aspects-là, alors probablement qu'on est un peu passé à côté de ce truc-là. Et aussi, bon, pour les postes un peu techniques, je pense que mettre tous les noms de librairies et de trucs open source qui existent et tous les noms de techno sur 50 lignes, ça sert pas à grand-chose. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'expliquer ce qu'on sait faire, comment on sait le faire. Et si on est quelqu'un du monde de la tech, ben, de donner un lien vers son GitHub, de donner un lien vers ses réalisations. Ça a beaucoup plus de poids que une diarrhée verbale de plein de techno alignés sur un CV, quoi. On Voilà. va, on va passer à une question qui est importante. Enfin, on saute un peu les étapes, mais ce serait dommage de l'avoir squeezé par manque de temps. C'est la question du salaire. Salaire package, bonne et moins bonne pratique. Lorsque vous faites une proposition salariale, comment est-ce que vous réfléchissez à cette question-là? Ouais, Et bah, chez nous, c'est. vas-y, Flora. On est toujours synchro, mais vas-y, commence. Ouais, c'est clair. Chez nous, c'est très simple. Alors, on n'est pas encore au stade de l'afficher sur l'annonce. Je me pose la question avec les derniers commentaires. En revanche, on demande toujours dès le premier call à la personne quelles sont ses aspirations. Et si on sait qu'on ne pourra pas atteindre ce montant, on arrête tout de suite le process en expliquant tout simplement à la personne qu'on n'a pas ce budget-là. Et en revanche, une fois qu'on arrive au moment de la propale, dans ce cas, on fait toujours une propale au niveau de ce que la personne demande et jamais en dessous. C'est aussi pour ça qu'on check dès le début, c'est pour être aligné et être sûr qu'on pourra proposer à la personne ce qu'elle attend, parce qu'on ne veut pas que ça soit une question, en fait. On ne veut pas que ça soit ça qui crée la décision à la fin. Donc, on ne veut pas proposer en dessous. Soit on est capable de matcher ce qu'elle demande, soit on s'arrête avant. Par contre, c'est tricky et il ne faut pas hésiter à creuser un peu, parce que moi, je me suis retrouvée quand même dans une situation une fois où on avait posé la question en soi, mais quand j'ai fait la propale à la personne à la fin, elle m'a dit « Ah, mais il y avait un variable dont j'ai oublié de te parler. Et en fait, c'est 10K de plus. Et du coup, je ne vais pas pouvoir accepter ta propale. » Et donc, j'ai eu l'air bien, bien bête. Et Flora, si la personne, entre-temps, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais si la personne, entre-temps, a reçu une propale supérieure à ce qu'elle avait demandé, est-ce que tu changes ta position? Non, nous, on a une politique un peu dure là-dessus. C'est qu'à partir du moment où la personne a exprimé son besoin et qu'on le match, en fait, après, c'est la motivation et l'envie de venir chez nous qui doit faire le reste. On estime que si on a matché ce qu'elle nous a demandé, en fait, après, on va pas juste négocier, on veut pas négocier que sur le salaire, et on espère faire la différence avec la culture, les missions, tout ce qu'elle va apprendre ou d'autres choses. Très bien. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Ouais, moi je suis Il y assez avait d'accord. Hugo, je crois. Ah, pardon, je t'en prie, Pardon. Hugo. Non, pardon. Je croyais que. Je pense que tout le monde a un truc à dire dessus, donc je pense qu'on va tous parler dessus. Vas-y, Ouais, Hugo. Juste un mot, pareil que Flora, faire attention à ne pas demander que le salaire actuel, mais surtout demander les aspirations, parce que d'une personne à une autre, ça peut aussi changer. Et en fait, parfois, des personnes ont été dans des boîtes où les niveaux de salaire n'étaient pas les bons, où ils étaient dans d'autres pays où les règles salariales étaient différentes. Et je pense que déjà, ça pose une question éthique. Et aussi, ça pose une question plus tard d'équité, parce que si la personne rentre dans votre boîte, elle veut se rendre compte que dans le marché, l'écosystème dans lequel elle est payée en dessous, elle va très vite revenir vers vous. Et nous, on est en train de travailler justement sur les grilles salariales, et ça, c'est le mieux
pour pouvoir effectivement, dès le début, afficher une fourchette de salaire et pouvoir en parler dès le début et pas créer d'attentes qui sont impossibles pour le candidat. Et en attendant, si vous n'avez pas encore de grille de salaire en interne, déjà regardez l'équité interne. Parce que très rapidement, si la personne rejoint la boîte, dès le premier apéro ou la première soirée, c'est des conversations qui se passent entre les équipes. Donc très rapidement, si la personne est en dessous, bah, s'en rendra compte. Et si elle est au-dessus, c'est les autres qui s'en rendront bien compte. Et ça peut causer des troubles plus tard. Donc je pense que c'est important d'être transparent le plus tôt possible parce que les équipes se parlent et ça se saura très vite si les personnes sont mal positionnées. Très bien. Quelqu'un veut, Et juste une veut précision, et on rebondir, a ouais. une policy de pas de négociation. On essaye de s'y tenir parce Ouais. qu'en fait, la négociation, encore une fois, vous allez croire que je suis monsieur discrimination et diversité aujourd'hui, mais encore une fois, on n'est pas égaux devant la négociation. Et en fait, votre product manager ou votre data manager, vous l'avez pas, vous l'avez pas embauché pour ses qualités de négociateur ou de négociatrice. Et le fait de pouvoir se dire, je fais la meilleure propale cohérente par rapport à l'interne et l'externe dès le début, bah, même dans le discours du candidat, il va se dire, OK, ben, je sais que j'ai pas forcément une porte ouverte pour négocier, ou alors elle est minime, ou alors elle n'est pas forcément sur ce point-là. Et je pense que ça dépend de votre culture de boîte, mais en tout cas, pour nous, c'est important. Ok. Il y avait Loïc, je crois. Non, mais on m'a volé toutes mes réponses. C'est pas très cool. Non, je plaisante. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que le résumé un peu de tout ça, enfin, moi, en tout cas, la politique qu'on a et ma philosophie perso, c'est vraiment d'être le plus transparent et clair possible dès le début. La franchise et la clarté, c'est vraiment un truc important. Et je pense que le salaire, effectivement, ça doit pas être un décisionnaire en fin de process, loin de là. Nous, on a un salary grid. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivé dans ma boîte il y a un an chez Sendblue, c'est de maquer avec les RH et de définir un salary grid en fonction du marché. C'est hyper important. C'est un sujet un peu chiant, donc il faut le faire. Et une fois que c'est fait, après, on est tranquille et on a des règles. Et je suis un peu, ce que tu disais aussi, Flora, et aussi un peu Hugo, c'est-à-dire d'avoir des règles claires et après, bah, justement, c'est fait pour justement pas trop y déroger, quoi. Donc, si on a des profils qui sont au-delà de la grille et du segment en fait, de salaire qu'on avait prévu pour ce poste-là, bah, voilà, nous, c'est comme ça. La personne, elle est au-dessus, elle est au-dessus, tant pis, elle ira voir ailleurs. Et sinon, en fait, on fait que des edge cases, enfin, on veut vraiment que des cas particuliers à la marge et tout, et ça devient assez compliqué. Donc, non, je rejoins tout à fait ce qui a été dit avant, de la transformation, de la transparence, de la clarté, et puis tacler le sujet du salaire assez rapidement. Et quitte à dire, moi je dis assez ouvertement en début d'entretien, quand j'arrive en round de 2 en général, quand ça n'a pas été demandé, ou je dis ouvertement que c'est OK avec nous, ça rentre dans l'autre grille et continuons à discuter, ou alors ça ne l'est pas et on arrête là, quoi. Nous, on a remarqué chez TPC, c'est une question qui est assez centrale pour les deux parties. On a remarqué que ça se passe plutôt bien lorsque, effectivement, tu as raison, Flora, lorsque c'est clair dès le départ, mais qu'il y a quand même cet esprit quand l'employeur reste ouvert d'esprit, en tout cas. Tout simplement parce que ce qui marque le début d'une bonne relation, entre autres, c'est la tranquillité d'esprit pour un candidat. Et on pense aujourd'hui, on est même certain qu'un employeur, enfin qu'une relation démarre bien lorsque un candidat va être tranquille sur la question du salaire, et ça comporte pas seulement le brut, mais aussi, je sais pas, le paiement des allers-retours si la personne doit faire du Lille-Paris, par exemple, du Airbnb aussi. Enfin, Ouais, il y a carrément. tout un tas de choses qui créent vraiment cette atmosphère, cette tranquillité d'esprit, et qui font que tu as des candidats plus enclins à venir chez toi. Ouais, je suis désolé, je rebondis là-dessus. C'est super intéressant ce que tu dis. En fait, même au-delà de l'étape salaire, hein, nous, par exemple, quand on prévoit une étape, alors dans les métiers assez techniques comme l'UX, où on a besoin de valider quelques hard skills, on fait une live session avec les candidats. Pendant 2 heures, on discute un peu de leur background, leur portfolio s'ils en ont un, et puis on fait une live session avec eux sur peut-être une critique d'un produit, quelque chose comme ça, et on leur envoie une interview guide quelques jours avant. Et ça leur permet de se préparer au mieux en fait pour les entretiens, au mieux
pour cette partie-là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mehdi. Je pense que c'est plus on a la vraie personne en face de nous et plus on sera sûr que ce sera la personne qui performera chez nous. Et en fait, je pense que c'est un peu l'enjeu du recrutement, c'est d'arriver à mettre la personne dans les meilleures conditions pour être sûr que c'est la vraie personne qui arrivera, qu'on voit qui arrivera dans notre équipe, quoi. Alors, il va nous rester 5 à 10 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer rapidement sur la partie rétention des talents pour prendre peut-être une ou deux questions. Et sur la partie rétention, bon, il y a plusieurs thématiques à aborder. On va se focaliser sur celle du career management. Donc, tout ce qui consiste à vraiment mettre en place une politique RH de management de la carrière de vos employés, donc formation, mentoring, les évolutions, la perf, le développement personnel en interne. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, encore une fois. Quelles sont voilà, vos pratiques là-dessus en interne dans vos organisations respectives? Peut-être dessus, du coup, ça va faire un petit peu le lien avec la thématique d'avant, mais nous, on a vraiment une grille salariale hyper établie côté tech. Donc, on a un système qu'on appelle le système de la ladder. Ça veut dire que il y a un salaire d'entrée qui est le même pour tout le monde. Et en fonction des compétences, qu'elles soient en soft ou en hard, la personne gagne qu'on appelle des badges. Et en fait, ces badges-là permettent d'avoir des augmentations de salaire. Donc, chez nous, le salaire de quelqu'un, c'est son salaire de base plus la somme des bases qu'il a acquis en fonction de tout au long de sa carrière. Donc, les badges sont évalués au moment du process de recrutement quand c'est un candidat plus senior et quand c'est un junior ou un stagiaire, en général, il démarre un petit peu au premier niveau. C'est évalué tous les 6 mois à travers des comités qui vont à la fois tester les parties tech et les parties non tech. Les parties non tech, elles vont se faire évaluer à travers toutes les personnes qui ont collaboré avec l'employé en question sur le semestre, donc des personnes techniques, non techniques, des différentes équipes de la boîte. Et sur les thématiques tech, c'est évalué par les responsables tech du pôle en lien avec les projets que la personne a pu travailler pendant le semestre, que ce soit des projets internes ou des projets clients. Bien sûr, en fonction aussi du niveau du badge. Donc, on peut donner un exemple. Par exemple, en data science, on a une thématique qui est le forecasting, donc la prédiction du futur sur des séries temporelles. Et on peut avoir un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4. Et bien ça va être évalué tous les semestres par rapport à ce que la personne a pu produire dans le semestre en question. Et donc, au final, c'est extrêmement carré parce que tout le monde sait combien chacun gagne. C'est hyper transparent dessus. Il n'y a pas d'inégalité au niveau salarial parce qu'en fait, chacun est évalué en fonction de ses compétences. Et ça permet aux gens de se projeter assez rapidement sur les différents niveaux de salaire. Et ensuite, on a évidemment des passages de grade en fonction du nombre de badges qu'on a pour passer senior, manager, directeur et au-dessus. Donc, c'est assez cadré chez nous. Il n'y a pas tellement de... Voilà, c'est vraiment une évolution très verticale, mais sur plein d'axes différents, quoi. Super. Je sais pas si je suis clair parce que moi, dans ma tête, c'est très clair, mais je sais que ça peut Non, paraître un peu... c'est assez clair. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Non, mais moi, ce que je peux ajouter, on se parlait du recrutement et après de l'onboarding. Et moi, il y a une phase qu'on oublie souvent qui est le pré-onboarding. Et moi, j'ai déjà perdu dans mon ancienne boîte un candidat à cause de ça. C'est qu'il faut se rappeler qu'en France, on a souvent 3 mois de préavis. Et s'il ne se passe rien pendant cette période-là, mais il peut se passer plein de choses en fait du côté du candidat dans sa vie, etc. Donc, ce qu'on essaie de faire chez Partout, c'est on organise au moins un apéro ou un déjeuner avant, on donne des nouvelles, parce que 3 mois, c'est super long. Et essayer de tenir au courant. Alors, l'idée, c'est, je ne veux pas dire, ah tiens, on va envoyer des tonnes d'articles et des tonnes de travail à faire en amont, hein. Ce n'est pas le message, mais c'est plus de dire, on te tient un tout petit peu au courant de ce qui bouge et en tout cas, on essaie de te connaître avant. Et ça, ça se fait encore, je trouve, assez peu dans pas mal de boîtes. Et après, une fois que les gens sont arrivés, bah, on en revient au parcours de carrière et je pense être le plus transparent là-dessus. Et j'aime bien le système de badge. Nous, on ne fonctionne pas comme ça, mais je
Je trouve ça assez intéressant. Et une autre practice qu'a fait notre Chief Product et que je trouve vachement bien, c'est qu'on a des valeurs chez Partout et en fait, lui, il les a déclinées dans des valeurs product. Et en fait, ça permet que ce soit beaucoup plus concret parce qu'il y a beaucoup de personnes dans une boîte, ils peuvent se dire, bon, bah, les valeurs, oui, mais c'est pas très tangible. Et en fait, il les a transformées et adaptées pour que ce soit vraiment des comportements de product manager, par exemple. Donc, on dit curiosité, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tu dois organiser des meet-ups, ça veut dire que tu dois organiser des post-mortem avec tes équipes. Et ça marche assez bien. Et du coup, ça leur permet vraiment d'appliquer la culture de la boîte à leur métier. C'est super intéressant, cette déclinaison. Au final, c'est un peu comme la stratégie d'entreprise que tu déclines à la stratégie product ou la vision aussi. Tu déclines la culture et les valeurs au product ou au design. C'est hyper intéressant. C'est la première fois que j'entends ça et c'est assez intriguant. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus en termes de career management ou d'onboarding aussi, qui était une de nos questions? Quelles sont vos pratiques, vous? Ouais, peut-être sur l'onboarding. Effectivement, nous, c'est une phase qu'on a beaucoup travaillé. Et maintenant, en fait, quand une personne arrive, sa première semaine, elle est vraiment set-up avec des réunions spécifiques, des formations et des temps calmes, enfin, des temps seuls, mais où il a des tâches à réaliser pour s'onboarder. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment processé et cadré pour que, en fait, comme ça, toute la première semaine, le temps de connaître, la personne, elle n'a pas de questions à se poser, elle ne cherche pas qui faire, qui contacter. Tout est déjà organisé pour lui ou elle. Et ça permet vraiment de mettre en confiance les personnes dès leur arrivée et d'assurer qu'elles ont rencontré les personnes clés pour démarrer, avant de démarrer leur mission. Ouais, c'est un peu nous, ça. On fait un peu la même chose aussi chez nous, pardon. Moi, la première semaine, on fait ça sur 2 semaines. Enfin, il y a un onboarding déjà par batch. On n'en parle pas trop, mais je pense que ça devient un peu d'usage. Mais c'est quand même important, je pense, de créer aussi des batchs de recrutement dans la boîte avec des personnes qui arrivent à des dates précises pour créer aussi une cohésion avec des intermétiers. C'est aussi des problématiques, là, on n'aura pas le temps d'en parler, mais de connexion entre départements dans les boîtes. Et c'est souvent un peu le problème, les gens ne se connaissent pas, ils ont besoin de bosser ensemble. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui arrivent en même temps dans des métiers différents et complémentaires et qui discutent. Ça, c'est un premier point. Et le pre-onboarding, alors 1000% avec toi, Hugo. Parce que ce que j'avais fait d'ailleurs la dernière fois, c'est hyper intéressant de prendre le contact avec les candidats avant qu'ils arrivent. Et effectivement, la première semaine, nous, il y a pas de production. En fait, tu produis pas la première semaine. Tu es pas dans ton expertise. Tu prends le contexte, tu prends les stakeholders, tu prends de la doc, tu comprends ce que c'est le contexte, le produit. Tu parles avec les gens, c'est très humain, je pense, c'est hyper important. Et encore une semaine, c'est pas assez. J'avais regardé la CPO de PlayPlay qui avait fait un jour un talk là-dessus en disant que c'était sur un mois. Enfin, c'était assez ouf. Mais je pense que c'est important de bien poser les choses avant de commencer à démarrer, parce qu'on sait tous qu'une fois qu'on commence à démarrer sur les sujets, on a la tête dans le guidon et c'est compliqué après de prendre le temps de revoir les personnes. Je pense une chose qui est très importante sur laquelle on fait attention, nous, quand on recrute les personnes, c'est de bien identifier les bons stakeholders, les bonnes personnes, les bons sponsors dans leur job, quoi. C'est hyper important, parce qu'après, ne pas avoir la bonne personne, ne pas avoir le bon interlocuteur, ça te bloque pendant des semaines et des semaines quand tu démarres et ça frustre et tu performes pas bien. Donc ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors, on arrive un petit peu au bout de notre discussion. On a beaucoup de thématiques qu'on a évoquées, mais beaucoup encore plus qu'on a malheureusement dû zapper. Alors, on va vous demander de nous mettre vos feedbacks sur cet échange. Et on est assez curieux de les avoir. Feedback ou même questions, si vous en avez. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos panélistes, Hugo, Flora, Anan, Loïc? Quel serait votre soit key takeaway, soit message Si on parle, pour revenir sur le sujet peut-être plus du début de recrutement, c'est de se faire confiance. On peut mettre tous les process du monde, cocher des cases pour des candidats, mais je pense que l'intuition, le fit que vous avez avec la personne reste quand même assez clé. Donc, parler beaucoup, passer du temps avec elle,
Et même si le candidat coche toutes les cases, écoutez ce que vous dit votre petite voix parce que parfois, ça ne suffira pas. Super, super. Assez d'accord avec ça aussi, en vrai. Et Peut-être, Anan, ouais, peut-être du coup, pour moi, c'est la cohérence en fait. C'est de se dire que la carrière, c'est que le prolongement du recrutement et que si on veut une expérience réussie, il faut que ce soit vraiment hyper cohérent. Et donc, que les gens puissent, dès le premier jour, en fait, comprendre ce qu'ils vont faire, se projeter, comprendre comment ils vont être évalués, comprendre comment ils vont intégrer une équipe, comprendre comment ils vont grandir dans l'équipe. Je pense, vraiment le maître mot, c'est la cohérence de tout ce process-là. De ne pas avoir l'impression qu'on est un processus de recrutement qui est super, mais dès qu'on arrive dans la boîte, on est abandonné, ou l'inverse, un processus de recrutement qui est un peu bancal, et ensuite, dès qu'on est dans la boîte, c'est trop cool. Un processus de onboarding qui est super, mais un recrutement qui est... Voilà. Je pense que c'est important de toujours les faire évoluer en même temps pour qu'il y ait une certaine cohérence et que le candidat, en fait, il embrasse un peu sa carrière très, très sereinement, quoi. effectivement. Effectivement. Loïc, quel serait toi ton mot de la fin? Alors moi, je dirais que pour les candidats, on sauve pas des vies. Donc en fait, c'est il faut prendre du recul un peu sur la vie pro, je pense, d'une certaine manière, avec toutes les choses et les problématiques qu'on a dans notre quotidien. Mais déjà, prendre du recul, déstresser, ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur que je vois pas mal de fois quand même chez des candidats et qui ne sont pas en confiance, alors qu'en fait, qui ont un gros potentiel. C'est vraiment se mettre dans des conditions de détente le plus possible. Et puis pour les recruteurs, je pense que c'est important de passer du temps, de s'investir personnellement quand on recrute des key people notamment. C'est hyper important de prendre du temps et qui de mieux que la personne qui va bosser en direct avec la personne qui va recruter, d'aller chasser, d'aller regarder, d'aller passer du temps, faire un call de 30 minutes pour déjà voir si on s'aime bien, si ça fit bien, si on partage les mêmes valeurs. Donc je pense que s'investir personnellement en tant que recruteur et quand on est dans une agrégation, alors nous, un peu grosse comme Selling Blue, d'avoir un partenariat privilégié avec un talent acquisition manager ou manageuse fort, vraiment de passer beaucoup de temps avec cette personne-là, de bien comprendre, qu'elle comprenne bien les enjeux pour être sûr que dans le screening, ça passe bien, quoi. Voilà, c'est le mot de la fin et merci surtout d'avoir organisé ce meet-up. Yes. Je suis vraiment en phase avec avec ce que tu dis et je remarque qu'on a même certains VP product ou même CEO qui passent beaucoup de temps à s'investir très personnellement et à échanger, même lors de talks informels ou de meet-up avec certains de leurs futurs recrues pour finalement les recruter 6 mois après. C'est pratique que je trouve hyper intéressante. Là, on parle de pré-onboarding informel hyper long, mais hyper efficace également. Bah, écoutez, très bien. Merci à vous tous et toutes pour votre participation aux panélistes et aux participants. C'était effectivement une grosse mise en bouche sur un énorme sujet. On traitera probablement tous ces sujets en temps voulu avec voilà, des intervenants assez canons. C'était vraiment top de vous avoir.